Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 16e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alain Chevarier et Mark McGuire, les auteurs du bouleversant Géant au pied d'argile publié chez Moël Graphique, dans le cadre d'une causerie organisée par les bibliothèques de Laval, présentée le 20 avril dernier à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Messieurs, merci d'être là. Merci d'être là. J'ai eu le bonheur, moi, d'interviewer ces deux gaillards à l'automne dernier, parce que suite à la lecture de leur album, comme j'écris notamment pour le Journal de Montréal, quand j'ai lu leur album, et j'avais aucune attente, j'avais aucune idée, je connaissais pas le travail de ces messieurs. Mais je connais par contre Marc Tessier, qui a été présent, et on y reviendra tantôt, mais qui a été présent à un certain stade de la création. Et quand Marc m'a dit « il faut absolument que tu lises ça », je me suis dit « ok ». Alors là, si Marc me le demande, avec tout le respect que je lui porte, et je suis entré dans cet album-là, puis ça a été immense. Ça a été une claque. Je lis beaucoup de bandes dessinées depuis très longtemps. Le truc, c'est que à la longue, on perd un peu de son émerveillement, parfois. Et des fois, nous arrive un album comme ça qui nous jette par terre. Là. Et moi, j'ai donc interviewé ces deux messieurs-là en vue d'une entrevue pour le Journal de Montréal. Et donc, je suis très content de les revoir à nouveau parce que je les ai relus pour une troisième fois. Et ce qui est formidable, c'est que c'est stratifié. Donc, on découvre à chaque lecture des tonalités différentes. Alors, je ne sais pas si parmi vous, messieurs, est-ce que vous avez lu l'album? Excellent. Alors, il y aura un exemplaire là en disponibilité si vous voulez pour le prêt et un autre qui dans le système, j'ai vu qu'il était disponible, qui serait à faire transférer. Les autres copies sont empruntées, c'est bon signe. Alors vous êtes. Parfait. En tout cas, le but, ce sera, je suis convaincu que vous allez avoir envie de lire en sortant d'ici, c'est sûr et certain. Alors, Marc, Alain, bonjour. Bonjour. Donc, c'est un album unique qui aborde un sujet assez peu fréquenté en général dans notre société actuelle. C'est-à-dire, c'est un album qui aborde différentes thématiques, notamment la parentalité chez l'homme, donc la paternité. Mais aussi l'idée que la colère peut se transmettre aussi, peut être une certaine hérédité à la colère. C'est un album bouleversant, messieurs. Alors, tout d'abord, j'aimerais, pour le bénéfice des gens présents, que vous nous présentiez cet album-là. Puis par la suite, j'aimerais qu'on parle de comment est née l'idée, comment s'est articulée la création de cet album-là, parce qu'on sent que c'est une œuvre qui a pris du temps. On sent que c'est un travail réfléchi à tous les points de vue, que ce soit scénaristique, graphique, au niveau du découpage. Rien n'est laissé au hasard. Alors tout d'abord, messieurs, Géant au pied d'argile, pour le présenter cet album-là, en, mettons, 3 phrases, ce serait quoi? Veux-tu que je fasse ça? Géant au pied d'argile, c'est l'histoire principalement de 2 papas proto-féministes avec des blondes qui ont des carrières puis qui voyagent à travers le monde. Il y en a une qui est ici dans la salle en ce moment. Et qui doivent s'occuper de leurs enfants fréquemment tout seuls. Et qui là frappent les limites de leur proto-féminisme et de leur progressisme quand ils pètent les plombs sur une base semi-régulière. Puis il y en a un des deux qui se rend compte éventuellement qu'il a même peur de faire mal à ses enfants. Puis donc sa volonté d'être présent est comme tronquée par le fait qu'il préférait ne pas être là parce qu'il a peur. Et c'est là qu'il va voir son ami papa qui, lui, est papa à la maison. Puis tous les deux se mettent à échanger, à savoir d'où ça vient. D'où ça vient d'abord cette colère, puis cette peur de faire mal à nos enfants. Puis ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont chacun un parent qui a fait la guerre. J'ai dépassé mes 3 phrases. C'est pas grave. Ah, okay.
Ils ont le personnage de Pat qui est basé vaguement sur Mark, a fait la guerre du Vietnam. Mark est américain. Et celui qui est basé sur moi, qui s'appelle Mathieu, son grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale pour la France. Donc, il a combattu au moment où les Allemands ont envahi. Puis, ces deux hommes-là sont revenus de la guerre assez sains et saufs, mais assez mutilés émotionnellement. Et puis, ils n'ont pas pu apprendre à leurs garçons, à leurs enfants en général, comment gérer des émotions, parce qu'eux-mêmes ont dû les tuer pour survivre, pour des très bonnes raisons. Alors, on parle beaucoup de la passation. Il y a même, on s'interroge sur l'épigénétique, sur le fait que des fois, ça peut se passer génétiquement des traumas, mais aussi sur l'enfance de tout le monde, puis comment ça influence le reste. Puis, il y a une quête à travers ça, pour que ce soit le fun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le père de Pat, le personnage de Mark, lui amène une boîte remplie de diapositives et de lettres qu'il a écrites pendant qu'il était au Vietnam, qu'il écrivait à ses parents. Et c'est des photos que lui-même prenait. Et il donne ça à son fils en lui disant « Je te donne ça, ça peut peut-être t'aider, puis je m'en calisse, qu'est-ce que tu fais avec? » Alors, c'est une espèce de OK, ça aide, mais OK, mais il se contrefout de moi en même temps. Puis c'est à partir de là qu'il s'est rendu compte que son père avait mérité une médaille de combat pendant la guerre du Vietnam, malgré le fait qu'il lui avait tout le temps dit qu'il était au Vietnam pour faire pousser des brocolis. Alors là, il commence à se demander, est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui fait que mon père est devenu l'homme violent, alcoolique, qui battait ma mère, qu'il est devenu? Et qui m'a forcé, moi, à prendre une position à l'opposé pour survivre moi-même en essayant d'éviter de répéter ces mêmes erreurs. Alors voilà, et je pourrais en rajouter, là, mais je suis fatigué, fait que je vais... Mais c'est intéressant, cette quête-là, parce qu'au fond, le personnage de Pat veut remonter le fil du temps pour comprendre d'où il vient, pour se réapproprier sa vie aussi. Parce que quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, les modèles usuels, c'est l'homme chasseur et la femme qui cuisine dans la grotte, qui s'occupe des enfants. Et moi, une des premières constatations que j'ai faites moi-même comme père en lisant cet album-là, c'est que nous, les hommes contemporains de nos générations, on n'a pas vraiment de modèle. Parce que les hommes, nos grands-pères, nos pères, sont de cette génération-là, ou en tout cas, nos pères peut-être d'une génération de transition, mais où les rôles étaient très, très classiques. Et là, tout à coup, nous, comme hommes contemporains, qui voulons partager la parentalité, qu'on veut porter une charge mentale, qu'on veut s'investir, tout à coup, il y a quelque chose même dans la génétique qui nous freine. Et ça, c'est quelque chose, à la troisième lecture de l'album, qui m'a vraiment... que j'ai trouvé très confrontant. Parce qu'effectivement, on a besoin dans la vie de guides pour apprendre tout. C'est pas pour rien que quand on achète un meuble, ben on a un plan et on l'assemble. Hein? Même si des fois on sacre, même si des fois on le suit plus ou moins, le simple fait de savoir que le plan est là est rassurant. Hein? Après, on fait ce qu'on veut. Mais au moins, on est rassuré de ça. Alors que là, tout à coup, on n'a pas les clés. On n'a absolument rien. Et est-ce que cette idée-là, donc, parce que tu dis que c'est pour faire le fun et tout ça, mais moi, pour moi, ce fil-là est au cœur. Pour moi, c'est l'épine dorsale de cet album-là. À quel moment dans le processus... ce fil conducteur-là est arrivé? Est-ce qu'il était là dès le départ? Comment ça s'est articulé, en fait, la construction même du scénario de cet album-là? Mais je pense qu'il y avait plusieurs moments dans ma vie. Mes enfants étaient très jeunes. Puis j'avais le sentiment que je me sentais une mémoire ou... une espèce de colère ou rage qui appartient pas à moi.
Puis je me posais la question d'où ça vient. Ouais. Puis j'ai creusé, j'ai posé des questions toutes au long de ma vie, mes deux parents. Puis la porte était fermée. Mon père, il n'a jamais envie de parler de son expérience, ni son enfance, ni la guerre. Donc, j'avais supposé que c'est là où je vais trouver tous les secrets familiaux. Donc, l'idée de cet album, c'était dans ma tête depuis peut-être une trentaine d'années. Puis très jeune, j'étais une critique sévère de mes deux parents. Très sévère. J'avais pas des relations proches. Mais dès que je suis devenu un père moi-même, ce jugement sévère a fondu. Parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que moi aussi, j'ai des grands défis devant moi. Puis aussi à cause que les expériences de les générations précédentes, j'ai reçu une transmission de les blessures, les traumatismes, tout. Puis l'idée, c'est d'essayer de trouver tous les morceaux de cette casse-tête. Puis tout de suite après, ma fille est née. Mon père, il a pris la route de la Floride jusqu'à Montréal avec cette boîte pour livrer ce paquet-là. Puis mon père est venu pas souvent à Montréal. On n'avait pas des relations très proches. Puis au début, je n'avais pas le courage de fouiller dans cette boîte. Mais j'étais sûr que dans ces lettres, les diapos, je vais sûrement trouver des indices. Donc quand j'ai montré tout ça à Alan, une peinte, un réalisateur de cinéma, le petit-fils d'un soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite le courant a passé entre nous deux. Il y avait une complicité. Donc au début, on avait parlé un peu de rencontrer une histoire, mais pas nécessairement un album de quasiment 300 pages qui serait publié avec un éditeur et tout. C'était juste peut-être l'entraide, l'écoute entre deux hommes, un jour par semaine, que je n'en ai pas eu avant ça. Puis ça me fait tellement de bien ces discussions entre nous deux. C'était en fait ma journée préférée de la semaine. Puis on s'en fout vraiment si on va réaliser, si l'histoire va voir le jour. On ne savait pas. Mais tranquillement, pas vite, Alan il s'investit dans le projet. On avait trouvé des liens avec sa famille et la mienne. Puis peut-être le moment clé de notre processus de création, c'était une autre visite de mon père à Montréal. On avait dîné ensemble. Puis Alan, il a montré ses esquisses dans un cahier. Puis c'était super rassurant pour mon père. Parce que lui, il a vu dans les images d'Alan l'objectif de comprendre le vilain familial et de humaniser lui. Puis lui, il avait respiré, puis il a nous donné le feu vert. C'était un moment assez... Donc vous avez obtenu l'approbation. Exactement. Ouais. On n'a pas montré la planche la plus rough pour lui, mais c'était une planche qui lui expliquait qu'est-ce qu'on voulait faire avec le projet vraiment, puis c'était dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est quand quelqu'un devient le vilain de la famille, le méchant, on se coupe d'une partie de nous-mêmes parce que, surtout si c'est un père ou une mère, parce qu'on n'a plus accès, on ne peut plus comprendre cette personne-là parce que tout ce qu'elle fait est automatiquement méchant. Donc, on se dédouane de ce que cette personne-là nous a transmis, que ce soit par l'éducation, que ce soit... La génétique, c'est encore en cours. C'est pas quelque chose de certain à 100%, mais on sait qu'il y a des traumas qui se passent. Mais au-delà de ça, c'était vraiment une volonté de comprendre son expérience au Vietnam. Puis déjà ça pour lui, parce que le dessin que Marc a retrouvé, on parle des soldats du Vietnam leurs corps sont revenus à la maison, mais leurs âmes sont restées au Vietnam. Quand il a vu ça, il a fait oui, ça c'est exactement ça. Fait
J'ai vu. Moi, je l'ai vu. Ouais. Fait que pour lui, ça a résonné parce qu'il a fait comme... Parce qu'on comprenait, cette partie-là qui est la plus dure pour un soldat, c'est que tu reviens à la maison et tu dois faire semblant que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Tu n'es plus la même personne et tu dois faire semblant d'être encore. Tu déçois les autres parce que tu n'es plus la personne qui a quitté. Fait que si tu te mets un front puis que tu essayes de faire comme si tout était normal, en général, les gens soit deviennent fous ou tombent dans un déni absolu. Moi, je sais que mon grand-père m'avait dit, à un moment donné, dans la partie de mon histoire à moi, il y a beaucoup mon grand-père. Puis, on était dans un garage, je faisais réparer ma Renault. C'est un Français, il m'a fait acheter une Renault. Puis, tout à coup, il me dit, tu sais, le camp où j'étais, Ravarouchka, là, le camp de représailles, il y avait des camps de concentration autour. Il dit, 90% des gens qui étaient là, des soldats qui étaient là, sont devenus fous après. Il dit, moi, je suis revenu dans mon village, dans le sud de la France. Je voulais plus être le barbier du village. J'étais plus capable de rester là comme avant. C'était impossible. Fait que pour survivre, on est parti au Québec. Puis c'est soit le Québec ou la Nouvelle-Calédonie, mais malheureusement, il a choisi le Québec. J'ai fait cette joke-là en fin de semaine. Question météo, j'imagine. Question météo. Question météo. Mais le Québec a quand même été une super belle terre d'accueil pour lui. Puis il s'est remis dans une position de survie, où il devait trouver des jobs, où il devait s'arranger pour s'occuper de sa famille sans faire le métier pour lequel il y avait une formation. Puis il m'a dit, c'est ça qui m'a sauvé. Je me suis remis dans une position de survie, c'est ça qui m'a sauvé. Mais d'ailleurs, c'est encore une réalité chez les vétérans. C'est très, très tabou de parler de santé mentale, même encore en 2023. Et les déploiements ne sont pas les mêmes que durant la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre de Corée ou la guerre de Vietnam, qui ont été des guerres de terrain. Là. Ouais. Ce n'est pas des guerres de Nintendo. Oui, vous aviez une question? Oui, j'ai pas lu l'album. Oui. Je suis très intéressé par le sujet. C'est une autofiction, en fin de compte? C'est de l'autofiction, oui. On est parti de nous, puis on a inventé des affaires pour bâtir le récit, puis en ramenant des vrais trucs, puis on vous dit pas c'est quoi. Bien, justement, je vais rebondir sur votre question parce que c'est un choix délibéré, l'autofiction. Ça aurait pu être de l'autobiographie pure et simple, qui est un genre quand même très populaire dans la bande dessinée et qui est pratiqué depuis plusieurs décennies. Pourquoi justement, messieurs, avoir fait le choix de l'autofiction plutôt que de l'autobiographie? Mais des fois, dans la vraie vie, il n'y a pas de grandes conclusions, des résolutions de certaines... C'est même rare. c'est même rare. Oui. Puis aussi, mais c'est intéressant parce que on avait pris les histoires, mettons, quelqu'un proche à nous, mais pas nécessairement dans notre famille, pour mettre dans notre histoire toutes les émotions, je dis ça souvent, toutes les émotions dans notre bande dessinée sont véritables, mais tous les événements n'ont pas nécessairement arrivé dans notre vie. Je ne veux pas nécessairement, mettons, page par page, dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ou ça appartient à mon neveu ou mon voisin, quelque chose comme ça. Mais à cause que l'idée de présenter la transmission d'une génération à l'autre, ça soit beaucoup plus clair si c'est, mettons, de mon grand-père, mon père, moi, mon fils, etc., plutôt que on switch pour chez mon frère et mon neveu ou chez le voisin. Ça diluait un peu l'histoire. Ouais. C'est pour avoir plus d'impact. Puis aussi, mais je pense que Alain, qu'est-ce qu'il a ajouté tout de suite, c'était une structure dans notre histoire, parce qu'il est formé comme réalisateur, rencontreur. Puis il m'expliquait, il a peut-être volé un truc de Hitchcock, un indice fausse, un MacGuffin, quelque chose que tu montres qui a l'air d'un vrai indice, mais qui n'est pas. Ça aussi, ça peut être intéressant pour donner, pour ouvrir une porte qui ne va pas nécessairement dans le bon place. Ouais. Mais qui finit, nous on s'est amusé avec ça parce que l'indice c'est la médaille, puis
il pense pas, il n'arrive pas à l'endroit où il pense arriver, mais évidemment, c'est arrangé avec le gars des vues, il arrive à la bonne place finalement. On va vous laisser le lire. Mais c'est intéressant l'autofiction parce que, et même la fiction, parce que souvent les créateurs et les créatrices se révèlent beaucoup plus dans la fiction, Oui. de toute manière. Parce qu'on peut. C'est sans danger. Il y a moins de danger. Mais ce que j'aime aussi le plus là-dedans, moi, c'est que on peut fantasmer des trucs. On peut prendre une situation puis dire « et si? » Fait qu'on part de quelque chose qui est vrai, puis ça nous permet d'aller encore plus loin, soit dans notre réflexion, notre ressenti, les événements, une relation. Il y a une scène là-dedans où c'est simplement le fantasme d'une conversation qu'un personnage a toujours voulu avoir avec son frère, mais qui arrivera jamais. Mais ça l'amène, lui, à des places qu'il avait oubliées avant. Le fait d'avoir cette espèce de... Fait que c'est une façon... J'ai l'impression que c'est encore plus vrai. Si on avait fait simplement une autobiographie, on se serait limité à des événements qui n'auraient pas été aussi significatifs que ceux qu'on a embriqués, inventés. Oui, parce que la fiction construit, renforce, donne aussi un peu de liberté, mais tout en s'appuyant sur le vécu, ce qui donne toute la force et toute la comment je pourrais dire? Je cherche le mot exact. En vous lisant, même si on sait que c'est une autofiction, c'est d'une telle franchise que tout du long, ce que vous nous racontez, pour nous, c'est la vérité. Et ça, c'est très habile parce que le fond est là. Le fond, ce qui soutient le récit, c'est vos vécus, c'est vos expériences. Si je peux ajouter une chose, j'ai appris pendant ma recherche et aussi un traitement avec un psychologue que le cerveau, s'il y a, mettons, un souvenir pas bien digéré, quelque chose qui est encore cru, qui est la source d'un souvenir invasif, comme un flashback avec quelqu'un avec un choc post-traumatique. Il y a un processus thérapeutique pour digérer ces souvenirs-là. Puis, c'est un peu comme on remplace un souvenir très vague, très flou par quelque chose de plus précis. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le cerveau s'en fout si c'est la vérité ou pas, mais ça devient dans le bobine de film de notre vie. Ça remplace, puis comme ça, tu digères et après, il n'y a plus de problème avec ce genre de flashback. Ouais. Donc, on avait fait notre recherche avant, on avait interviewé des neuroscientifiques, puis on avait envie d'insérer certaines découvertes pendant ces discussions assez fructueuses et nourrissantes. Mais d'ailleurs, ça, c'est une. Il y a une séquence dans l'album où tout à coup, le fil de la mémoire est remonté et à cause d'un traumatisme, le cerveau a bloqué. Ouais. D'ailleurs, la science exacte, c'est l'épigénétique. Exact, oui. C'est quand même assez intéressant parce que, bon, moi, la première fois que j'ai lu l'album, je me suis dit, tiens, un nouveau mot. Mais qu'est-ce? Et effectivement, c'est une science très intéressante. Et vous abordez, donc vous touchez. Et votre récit s'appuie aussi sur la science. Et ça aussi, c'est intéressant. Et pour moi, ça, je trouve ça assez novateur parce que ça aurait très bien pu être un récit que basé sur l'émotion. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que Mike a fait beaucoup de recherches. Puis ce qui était chouette, c'est qu'on a une conversation entre le personnage de Pat et une collègue de bureau qui est une autre prof de cégep, qui, elle, le met en garde sur l'épigénétique parce que lui, tout à coup, ça devient une façon un peu de se dédouaner. Il dit « Ah, c'est pas de ma faute, c'est génétique. » Puis, elle lui dit « Non, fais attention, l'épigénétique, c'est tout neuf, là. Ça commence à émerger. Les résultats qu'ils ont, c'est avec des rats de laboratoire. Fait
fais attention, sois prudent. Fait que, d'une certaine façon, on a repris la méthode scientifique dans le livre, dans notre fiction, en se disant, OK, on a une nouvelle découverte, waouh, c'est fascinant, mais hey, il faut se méfier parce que c'est pas encore... C'est ça la science, là. Tu prends une théorie, tu y piches des roches, puis si elle tient encore après, c'est une bonne théorie. Fait qu'on a voulu, étant donné qu'on n'est pas tous les deux ni l'un ni l'autre neuroscientifiques de formation, ni neuroscientifiques amateurs, on a voulu quand même que ça se tienne au niveau scientifique pour pas que quelqu'un revienne avec des impressions ou des croyances qui sont pas vraies, là. Cet album-là, c'est pas votre première collaboration. Deuxième. C'est votre deuxième. Vous aviez produit, là, j'ai écris le titre. C'était publié sur le web. C'est encore disponible. Je cherche, je veux pas dire... Ah oui, voilà, Félix and Anya. Réalisé en 2019. Je pense que Ouais, Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Alors, première collaboration. Au niveau graphique, c'est intéressant parce que c'est à la fois près de Géant au pied d'argile, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça non plus. C'est un récit aussi qui est très, très différent. Donc, fort de votre première collaboration, vous abordez le travail de cet album-là. Combien de temps vous avez mis entre le moment où l'idée germe et le moment où l'album est imprimé? 7 ans. Puis, à mi-chemin, après peut-être 4 ans, on avait dit, écoute, on doit trouver quelque chose pour avoir le temps pour consacrer à cet album-là. Donc, je suis un prof, puis j'ai accès à des bourses de recherche et création. Puis j'ai parlé avec une agente de recherche qui m'a proposé chercher une bourse pour faire quelque chose de pédagogique, pour partager notre recherche et notre manière de présenter des récits visuels pour des cégepiennes et des élèves au secondaire. Puis avec la moitié de cet argent-là, on avait travaillé sur Géant pied d'argile. Donc on avait commencé avec ça, travaillé pour 4 ans. Puis on a travaillé très rapidement sur Félix and Anya. Ouais. Avec l'argent qu'on avait reçu, qui était quand même généreuse. Oui. Le ministère de l'Éducation de Québec était généreux en nous donnant ça. Puis c'était vraiment une belle expérience aussi parce qu'on avait des conférences sur les campus de plusieurs cégeps, de plusieurs programmes, travail sociaux, sociologie, philo et tout. Puis Alain, il avait présenté une manière de visualiser certaines expériences de leur vie pour les élèves de cégep. Puis après, on a assisté à un vernissage. Puis c'est dans le dernier chapitre, l'épilogue de notre BD, des interactions avec des jeunes. Mais c'est basé sur les mêmes thèmes, mais avec 2 adolescents au cégep. Puis c'est intéressant parce qu'un personnage dans Géant pied d'argile, c'est le père de ces adolescents. Donc c'est pas nécessairement un prequel ni un sequel, mais dans le même univers, comme un spin-off. Puis pour moi, graphiquement, mon objectif, c'était de finir le travail, parce que c'est... Déjà, celui-là était 60 pages. 60 pages, 65 pages, oui. Puis j'avais décidé de travailler au crayon de couleur noire. Puis un crayon de couleur, il faut peser un peu plus fort. Je me suis rendu compte que c'est une très mauvaise idée parce que peser fort pendant 60 pages... Un crayon-là noir. C'était un crayon, un Prismacolor, genre. OK, mais un crayon de couleur. Un crayon de couleur. Beaucoup de Noir. gras. Oui, beaucoup de gras. Puis, moi, mon objectif, c'était... je me rendais compte que quand je faisais des dessins à l'encre, si je faisais mon premier crayonné, ensuite je faisais le final à l'encre, je voulais tellement que ce soit beau que ça devenait un peu pogné. Figé, oui. Ça devenait figé comme dessin. Puis je voulais garder, il y a une souplesse que j'avais dans mes crayonnés que je ne retrouvais pas dans mes finaux qui étaient tout propres, tout beaux. Fait que je me suis dit, OK, je vais essayer quelque chose de plus rough. Ça va être moins beau que d'habitude, puis il va falloir que je m'enlève dans la tête que je dois faire des beaux dessins pour prouver à tout le monde que je suis bon. On va laisser faire ça. Je vais juste faire des dessins, puis essayer de faire des dessins
intéressant, pour reprendre le chorégraphe Frédéric Gravel qui fait de la danse intéressante au lieu de faire de la belle danse. Je dis ça parce que ma blonde est danseuse contemporaine, puis on en parle dans le livre. Fait que je voulais faire des dessins intéressants qui étaient plus lousses, où je me laissais aller un petit peu plus. Ça m'a permis de faire des tests, puis à la fin, c'est là que je me suis rendu compte, OK, non, c'est trop difficile avec le crayon. Si je dois faire 200 pages de même, j'aurais plus d'épaule. Puis si je fais une tendinite, je peux plus dessiner pendant 3 mois, je suis fait. Fait que c'est là que j'ai choisi d'essayer de... J'ai testé d'autres méthodes, puis j'ai tout fait au crayon mine. Puis ça permettait justement d'avoir une certaine légèreté, puis de garder beaucoup de souplesse dans le trait. Alors, au niveau technique, donc, après ce que tu as fait, tu as passé ça dans Photoshop et tu as crinqué le trait. Ouais. J'ai crinqué. En fait, c'est un vieux truc de Photoshop où on peut monter les noirs qui sont trop gris, on monte pour que ça soit vraiment noir. Moi, j'ai été quelque part entre les deux parce que je voulais garder. J'ai travaillé beaucoup. C'est très doux. Mon dessin est très doux. J'ai travaillé beaucoup longtemps avec une efface qui était saturée de... Je faisais des traits juste pour remplir mon efface, puis ensuite faire des espèces ça semblait des volutes de fumée. Je me suis servi beaucoup de ça parce que notre histoire, on s'en est rendu compte après, est beaucoup plus rough qu'on pensait. Pour nous, c'est une histoire... C'est notre histoire, fait qu'on fait oui, ça nous est arrivé, on est correct, on a survécu, mais ça peut être confrontant. Et je voulais qu'il y ait quand même, qu'on amène le lecteur avec beaucoup de douceur là-dedans, avec beaucoup d'humanité. Je voulais qu'on ressente l'humanité des personnages. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup, moi aussi. Bon, alors, donc là, la technique dont tu parles, oui. Alors, pour le bénéfice, je vais me promener, je vais aller vous montrer ça de près. C'est aussi une image très, très forte. Et cette image-là, pour moi, c'est une parmi plusieurs images qui prouvent que la bande dessinée est un médium à part entière et que dans aucun autre médium, que ce soit le théâtre, que ce soit la télévision, que ce soit le cinéma ou peu importe, on n'aurait pas pu exprimer avec autant de justesse. Ça, c'est une image, mais c'est une image qui raconte tellement, qui est à la fois magnifique et à la fois dense. Alors, regardez le travail. Donc, on voit ici, là. Donc, ça, c'est au niveau de l'efface. Oui, j'ai dans mon sac, là, j'ai avec moi l'efface. Et parce qu'aussi, dans l'histoire, ce qu'on voit, c'est qu'on a le personnage à l'avant-plan. Et ce que cette image-là raconte, c'est qu'on est la somme de tous les gens qui nous ont précédés. Et qu'on porte dans l'ouche. Je pense que vous les avez vus. Oui, coupe de fois. Tiens, Claude. De loin, Page 200. Ouais. De loin, 210. Ouais. Moi, ça vient de... Je parlais avec ma psy à un moment donné, puis je disais, mais des familles, des familles où tout va bien, il y en a pas beaucoup. Je suis en train de réaliser. Il y a tout le temps des problèmes, souvent. Finalement, c'est la parade des éclopés, là, on est tous. Puis ça, la parade des éclopés, ça m'est resté beaucoup, ces mots-là. Puis je voulais l'illustrer. Puis mon personnage se promène dans un hôpital, puis il voit des personnes âgées, des hommes âgés. Il vient juste de parler à son médecin qui a travaillé avec des vétérans de la guerre, puis qui a dit que les cimetières sont remplis, puis les hôpitaux aussi, d'hommes qui sont handicapés de leurs émotions, puis qui sont pas capables de vivre la moitié de leur vie parce qu'ils n'y ont pas accès. Puis mon personnage se promène, puis ça lui a vraiment rentré dedans. Puis c'est vraiment une espèce de promenade dans l'hôpital où il est un peu perdu, puis qui finit comme ça, où il sort, puis il a l'impression qu'il est suivi par des générations d'hommes et de femmes. Parce que ça, c'est un truc que je voulais rajouter tantôt. Les femmes sont présentes dans la bande dessinée. Oui. On les voit pas tant que ça, mais sont très présentes parce que c'est leur absence, c'est le fait qu'elles ont des carrières, la société change. J'ai même entendu que le PIB du Québec avait rattrapé l'Ontario à cause des garderies à 7 piastres, puis des femmes qui sont retournées au travail. Ça fait partie de notre psyché québécoise. Les femmes travaillent, ça fait partie de notre réalité. Nous, on essaie de s'adapter là-dedans, mais on est fait tout croche. Mais parce que c'est récent. C'est récent. C'est ça, on n'a pas de modèle, on s'invente, comme on dit, on construit l'avion pendant qu'on vole. Puis pour les femmes aussi, c'est pas évident nécessairement. Il y a beaucoup de culture. Il y a tout un lot de problèmes qui est aussi grand
sinon parfois plus pour les femmes de partir de la culpabilité qu'il peut y avoir ou que la société leur met dessus. Comment être une mère dans un nouveau modèle de mère tout à coup où tu partages les tâches, tu n'as pas toute la responsabilité, mais des fois tu l'as pareil. Fait que on reconnaît que nos deux bonhommes qui sont seuls avec leurs enfants, oui, ils trouvent ça tough, mais c'est rien que les femmes n'ont jamais vécu dans les 2000 dernières années ou quelque chose. Il y a ça, mais il y a aussi un sujet quand même tabou que vous abordez, vous effleurez dans l'album. Cette idée que c'est pas parce qu'on est mère qu'on a l'instinct maternel. Et ça... C'est vrai. Oui, mais que ce soit, abordé Ouais. par un duo d'hommes à la création d'un album en plus, il y a comme une dimension où il y a quelque chose de très franc et de très confrontant aussi, parce que forcément, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous avez automatiquement l'instinct maternel, pas plus que parce que vous êtes un homme que automatiquement vous n'avez pas l'instinct paternel. C'est pas la vie, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, cet album-là est extraordinaire à plein de niveaux, dont celui-ci. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, dans la palette de couleurs, dans les tonalités du coup de crayon, c'est formidable parce que ça aurait pu être abordé, comme c'est du noir et blanc, ça aurait pu être très, très tranchant. Au niveau des noirs, au niveau des blancs. Et on est toujours dans une espèce de... pas de brouillard, mais on est dans quelque chose de gris, de teinté, où parfois il y a des moments de colère qui sortent et qui sont graphiquement très intéressants. L'ours, espèce de bête, où là tout à coup on a une masse de noir, mais même encore là, c'est pas un noir noir. C'est un ours brun. Ouais. Bon, ceci dit, je veux dire, si dans la nature on se retrouve face à un ours brun, il va être noir. Mais on va quand même avoir la chienne, là. Oui. Mais j'ai trouvé ce traitement-là très, très intéressant. Parce que justement, on n'est pas dans une approche manichéenne. On est dans quelque chose de beaucoup plus nuancé. Et la nuance, c'est quelque chose de confrontant. Parce que comme c'est pas tranchant, comme c'est pas tranché, le lecteur, la lectrice doit cheminer là-dedans. Oui, doit faire sa job. Doit faire son travail. Ouais. On n'est pas dans Star Wars, là. On n'est pas dans Star Wars. Puis, je sais pas si... Est-ce qu'on a réfléchi à ça ou j'ai l'impression que c'est venu tout seul. Ben, moi, j'ai recommencé à dessiner quand je lisais Jane le Renard et moi à ma fille. D'Isabelle Arsenault. Ouais. Ah ben, t'es chanceuse de t'être fait lire ça. Fait Isabelle Arsenault, quand j'ai vu ses dessins, j'ai fait « Wow, c'est tellement beau, je veux recommencer à dessiner. » Puis je fais des cartes de Noël et des cartes de fête depuis toujours pour ma famille. Puis j'ai fait de la BD aussi plus jeune pour une revue de sport automobile. Parce que j'ai grandi dans le rallye automobile. J'étais copilote. Mon père était pilote. Mon frère était pilote. Fait que mon grand-père tripait sur la Formule 1. Fait que, tu sais, ce côté-là, gars, je l'ai. Mais j'ai aussi l'autre côté où tout à coup, j'ai le droit aussi d'être sensible puis de voir les choses. Puis c'est ce que je voulais là-dedans, c'est montrer des gars qui sont à la fois pris avec des modèles qui sont vraiment rough, qu'ils ont intégrés en partie, mais qui ont aussi une certaine sensibilité, puis qui essaient d'apprendre à apprivoiser ça, puis leur sensibilité les amène à se rapprocher, mais en même temps à se rendre compte des effets de ce qu'ils font, et donc qui les amène à se reculer. Ça peut être c'est un couteau à deux tranchants, c'est complexe. Puis au niveau du traitement graphique, c'était vraiment pour... je savais que je voulais pas travailler en couleur, mais je voulais qu'il y ait des subtilités. Je savais pas trop pourquoi. Puis je pense que c'est en cours de route qu'on s'est rendu compte où ça fit bien avec ce qu'on raconte, où il n'y a pas une seule vérité, on en présente plusieurs. Puis on l'a fait lire on a des amis, Marc Tessier l'a fait lire à une amie qui est hyper, hyper féministe, et on voulait le faire lire parce que justement, on voulait pas se faire reprocher après les deux gars blancs hétérosexuels qui ont écrit sur les femmes, puis et tutti quanti. En fait, on voulait être juste. On voulait que même une femme qui est très féministe s'y retrouve là-dedans. Qu'elle trouve quelque chose qui fait comme « Ah oui, c'est vrai, mon père ». Qu'elle trouve quelque chose qui résonne en elle aussi. Puis ça a l'air que son ami lui a dit, a redonné le livre en disant « Ouais, c'était pas mal bon ». Fait qu'on a fait que « Yes ». Mais on voulait que... Puis c'est pour ça qu'on a présenté des pères aussi qui sont progressistes
plutôt que d'avoir montré des pères traditionnalistes. Parce qu'on voulait montrer que même avec les meilleures intentions, même en se croyant féministe, il y a des limites là, qui arrivent bien vite, de par notre éducation, de par toutes sortes de choses de la société, de par plein de trucs. Là. Puis c'est dur de nager à contre-courant, mais montrer qu'à la fin, ça vaut la peine quand même. Il y a un moment où l'idée de présenter ce travail-là à un éditeur est arrivée, forcément. C'était pas dès le jour 1, mais il y a un moment où, là, tout à coup, vous avez souhaité voir cette œuvre-là exister en livre. On a commencé... Oh, excuse-moi. Non, ben vas-y. Alors justement, comment vous en êtes arrivé à être publié chez Moël Graphique? Mais on a commencé avec on a travaillé dès le départ en anglais. Donc, on a eu un manuscrit en anglais. Puis, on avait envoyé ça à plusieurs éditeurs canadiens, américains. Puis, il y avait une aux États-Unis, il s'appelle Chris Staros. C'est l'éditeur de Top Shelf. Ah oui. C'est eux qui ont publié Blankets de Craig Thompson. Entre autres, oui. Entre autres. Ouais. Puis, c'était vraiment bien pour nous parce qu'il avait répondu tout de suite en nous donnant des feedbacks très positifs, des conseils. On avait amélioré, on avait travaillé plus, puis on avait remonté, puis il avait répondu encore. Finalement, il n'a pas pris, mais ça nous donnait beaucoup de confiance qu'un grand éditeur aux États-Unis s'intéresse à notre scénario. Puis lui, il avait écrit une lettre de soutien pour une demande de bourse avec le CAC. C'est très généreux. Hein? C'est super généreux. Et c'est très rare, hein? Vous savez, messieurs, c'est très rare qu'un éditeur qui ne se commet pas à publier un album va prendre le temps, va avoir la générosité de faire un travail d'éditeur, de noter, d'annoter. Ouais. Et là, dans ce cas-ci, une lettre de recommandation. On avait 3-4 échanges avec lui, suggestions, recommandations. Oui, c'était genre, les boys, ça prend tel et tel élément, parce que là, ça manque dans l'histoire. Il faut que les chapitres se suivent. Il y avait vraiment plein de conseils. On était comme, c'est sûr qu'il va le prendre. Puis à la fin, il n'a même pas pris. Puis on se disait, c'est à la fois hyper généreux de sa part et hyper frustrant pour nous. Oui, quand même. Mais ça reste hyper généreux de sa part. Puis même là, on est sur le point de signer un contrat avec un éditeur qui s'appelle Mad Cave Studios aux États-Unis. Et quand on a reçu les premières informations pour le contrat, on a fait une rencontre vidéo avec Chris Staros, puis qui nous a dit « Hi y'all, how you doing? » Parce qu'il était à Atlanta, puis on est passé à travers tout ce qu'il nous offrait, puis il dit « Faites attention à ça, Il a servi comme un agent pour nous dans le processus de négociation. C'était vraiment formidable. Ouais. Quelqu'un passionné. Ouais. Puis, une amie de ma femme a fait ses études avec la femme de Marc Tessier. Ah oui, OK. Donc, Marc Tessier, qui est le scénariste de René Lévesque, ouais. entre beaucoup d'autres albums, on a un ami en commun. Donc, moi, j'ai pris le téléphone, puis j'ai parlé avec lui, puis j'ai dit, écoute, ça sera le fun de prendre un café avec toi et montrer nos affaires. Puis il a accepté. On se trouvait dans le Mile End dans un café. Puis Alain, il a sorti son cahier. Puis tout de suite, Marc Tessier, il avait dit, écoute, j'embarque là-dessus avec vous. Puis il avait fait une liste, OK, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. By the way, j'embauche lui pour faire un chapitre dans René Lévesque. Puis finalement, il a fait la couverture. La couverture, ben oui. Puis comme ça va t'aider dans tes démarches chercher une bourse. Aussi, il avait écrit une lettre de soutien. Donc, on est super reconnaissant envers Marc Tessier et Chris Staros pour la confiance qu'il a eue en nous. Puis Marc, en plus, il avait traduit notre manuscrit en québécois parlé. Une belle traduction, un bel service à nous. Puis il était le champion pour notre projet. Il a contacté Jean-Dominique. Il a chuchoté dans tes oreilles. Ouais, écoutez, pour la petite histoire, Marc Tessier, c'est drôle parce que
Marc a 60 ans, Mhm. il a l'air d'un ado. Il y a C'est des- un éternel ado. Ouais. Marc est un artiste qui est issu de la contre-culture de la fin des années 80-90. À l'époque, c'était la révolution Xerox. Alors là, on produisait des fanzines qu'on photocopiait, qu'on brochait là, au truc du coin. Puis là, on allait vendre ça dans un bar, on allait au Cheval Blanc, puis on vendait ça, puis on en imprimait 50, puis c'était terminé. Et de cette bande-là, Julie Doucet, Henriette Valium, Richard Suicide, Cyrus, etc., etc., etc. Et donc, Marc vient de ce milieu-là. Et ce qui est extraordinaire de Marc, c'est que il a longtemps été dans le chemin, là. Il n'était pas sur l'autoroute, lui. Il était sur le chemin de campagne, là. Dans la marge de la marge. Dans la marge de la marge. Et il a appris à faire son métier de scénariste, son métier d'éditeur aussi. Et il a, en 2016, il a édité un album de Louis Rémillard, qui est un auteur qui a débuté sa carrière dans les années 70. Et il a publié l'album Le Retour de l'Iroquois. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était un album qui était tiré à 300 exemplaires. Et là, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé défendre ce livre-là dans les médias. J'étais à l'époque propriétaire d'une librairie. Je l'ai mis dans les mains de centaines de clients. Et tout ça pour dire qu'un jour, Marc m'appelle et il me dit « J'ai le prochain Retour de l'Iroquois. » Alors j'ai dit « OK, qu'est-ce que c'est? » Et là, il me parle, géant au pied d'argile, me parle de ces deux messieurs-là et il me dit « Faut que tu lises ça. » Et là, bon, Retour de l'Iroquois, ça avait été pour moi une grande rencontre de lecteurs. Et donc, il avait raison. Merci. Il avait raison. Parce que Marc, c'est quelqu'un d'une très, très grande sensibilité, d'une grande intelligence aussi. Et c'est quelqu'un qui, si je ne m'abuse, est un bon accompagnateur. Vraiment. C'est quelqu'un, moi je l'ai vu à l'œuvre, c'est quelqu'un qui a un vocabulaire, qui a une vision, qui a une sensibilité. C'est quelqu'un qui vous enrobe aussi. C'est un être d'une très grande gentillesse. Et ça aussi, hein, dans le milieu de l'édition, il n'y a pas que des gentils, hein, comme un peu partout dans la vie en général. Nous. Puis en plus, je crois que Marc, il a passé, pas un congé paternité, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais lui, il a passé du temps comme un homme de foyer, comme nos deux personnages Oui. dans le BD. Donc je crois que cet aspect-là a beaucoup lui touché. Oui. Toutes ces souffrances, questionnements, aussi la complicité qu'il a avec son fils qui est aujourd'hui adolescent, ça lui frappait, je crois. Ah oui, c'est même rendu un jeune adulte, c'est quand même fou. Là. Diego, là. Ouais, Ouais. ouais. Et donc, c'est sûr que quand on connaît Marc Tessier, et bon, ce qui n'est pas votre cas, messieurs, mais quand j'ai lu l'album, j'ai vu aussi, j'ai senti sa présence quelque part dans cet album-là. Ouais. Il est là. Oui, c'est Ouais. sûr. Ouais. Moi, j'ai une anecdote par rapport à... Ben, il y a Marc, puis aussi un ami de Marc, Mathieu Lavoie, qui est lui aussi illustrateur et éditeur. Puis les deux, on les a approchés avec notre projet. Puis je sais que Mathieu l'a dit, mais je pense que Marc, c'est pareil. Leur première réaction, c'est « Tiens, deux inconnus qui arrivent avec un projet, qu'est-ce que je fais si c'est poche? » Je peux pas leur dire. Tu sais, le malaise de faire « Ah oui, c'est intéressant, en tout cas, c'est remarquable. » Puis de ne pas aimer ça. Fait que Mathieu nous avait dit, quand il l'a vu, « Ah ouais. » Puis en plus, il se connaissait déjà d'avance. « Qu'est-ce que je fais si c'est poche? Je peux pas y dire, c'est mon ami. » Fait, il a vu les premiers dessins, il a fait « Ah, non, c'est correct ça. C'est pas si... » Alors, il a eu besoin de se rassurer. Oui, lui, ça l'a tellement rassuré de voir que c'était pas poche. Ouais. Déjà là, qu'il n'y avait pas besoin de faire semblant que finalement c'était correct. Puis, une chose qui est drôle, c'est que vu qu'on est des vieux débutants, il y a beaucoup la réaction d'où est-ce que vous sortez. Puis ça, c'est comment dire, c'est à la fois flatteur, puis à la fois on se demande, on est en retard, ces projets, ça a l'air, on est rendu là. Mais ce livre-là nous a fait nous promener déjà beaucoup. On est allé à Angoulême, au Festival de la bande dessinée.
c'est là qu'on a rencontré l'éditeur américain. Il y a beaucoup de promotions. Marc a fait un énorme travail en termes de promotion, d'approcher les gens. Fait que le livre existe parce qu'on a écrit l'histoire, parce que j'ai pu faire les dessins, parce qu'on a eu de l'aide, puis parce que Marc a beaucoup poussé aussi pour que ça se passe. Excuse-moi. D'ailleurs, vous avez présenté Oui. l'album dans un événement Shoot the Book. Shoot the Book. C'est en France, avec. C'est très français. Oui. Shoot the Book! Shoot the Book. Shoot the Book. Oui. Ça fait quasiment Face the Book. Ouais, Et donc, Shoot the Book. Donc, vous avez présenté. Ouais. C'est un peu comme un speed dating, là, si on veut. Vous présentez votre projet. Mais là, c'était à large. Il y avait une salle, Ok. il y avait peut-être, je sais pas moi, 60 personnes là-dedans. À peu près. La salle était pleine parce qu'il y avait 9 éditeurs qui présentaient leurs livres qui avaient été choisis. Il y avait 50 livres qui ont été présentés, 10 ont été pris, dont le nôtre. On est arrivé à Angoulême, on ne savait pas, il y avait un buzz pour notre livre parce qu'ils ne savaient pas d'où c'est qu'on sort, ni moi le graphique. Personne en France connaît moi le graphique. Petite maison d'édition de Québec. Puis, quand on a fait notre présentation, on était les seuls auteurs. Parce que moi le graphique, encore là, qui sont très chouettes, nous a laissé les droits internationaux. Il a fait, je vais prendre les droits pour le Québec, je vous laisse les autres. Fait que les autres éditeurs possédaient les droits des livres qu'ils représentaient. Nous aussi, c'était... C'est à nous, ouais. Ouais. Sauf que nous, quand on raconte notre histoire, le pitch que je vous ai fait au début, je me suis un peu inspiré, évidemment, c'est pas la première fois que je le raconte, mais là, on avait 3 minutes. Chacun, on avait notre bout, on répétait dans l'avion en se rendant. Juste avant que ça commence, moi, je suis encore là, j'ai tout oublié. Puis finalement, ça a vraiment bien été. Mais j'étais nerveux. Puis ça nous a ouvert beaucoup de portes. Oui, il y avait une question. Oui, mais vous avez shooté le book à qui? C'était des producteurs de cinéma et de télévision, soit en film d'animation ou en real life. Je sais pas, comment on dit live action? En live action. Vraiment Il y a pas de mot, terme en français Ouais. avec des acteurs. Avec des acteurs. Et des actrices. C'est Ouais. pas très. Ouais. Puis, eux veulent trouver des histoires intéressantes pour en faire des films. Alors, si jamais il y a une adaptation qui se faisait, je pense que dans la vie d'un auteur, ce qui est le plus payant, c'est soit d'être Michel Rabegliati ou d'avoir une adaptation pour un film. C'est pas mal les deux choses qui font qu'on paye son hypothèque. Puis lui, il a pogné les deux. Lui, il a pas rien de... Et il va même y avoir un autre film de Ah ouais. Paul. Ah oui? Ça a été annoncé. Ok. Ceci dit, Michel, quand j'ai su la nouvelle, j'ai envoyé un petit message. Félicitations, il m'a dit on se calme, c'est très embryonnaire. Donc, et c'était des producteurs à l'international, donc est-ce qu'il y avait des Américains ou est-ce que c'était principalement européen? Ben, Européenne. Ouais. Européens surtout. On a des rencontres après avec une productrice, avec une boîte de production à Copenhague et Bordeaux, en France. OK. Une autre Angoulême, Paris. Puis quelqu'un qui produit des séries de télévision sur des enjeux sociaux à Paris. Puis on est en train de discuter une éventuelle coproduction. Mais rien n'est signé, c'est toujours en discussion. Puis il y a 2 semaines, on a eu une rencontre avec un producteur montréalais pour mettre ensemble, pour former une équipe, faire une demande de bourse et tout. Mais il y avait quelqu'un, on avait vraiment une belle rencontre. Elle, c'est la productrice pour un documentaire animé qui s'appelle Flea. Flea, ça a gagné un prix au Festival Cannes il y a 2 ans. Puis ça a pris 5 ans pour ramasser un budget de 3 millions d'euros. Donc, on a beaucoup de travail devant nous. Mais vu que tous les deux, on travaille dans le cinéma, production, mais moi, j'ai envie d'essayer d'adapter. Ouais. Ça peut être un autre Évidemment. projet. Évidemment, ça prend du temps. Le apprentissage. cinéma, Mais la BD aussi, tu sais, oui, la BD aussi, c'est un travail de solitude. La bande dessinée, c'est un travail qui prend du temps. Le cinéma, toutes les étapes toutes les étapes sont longues.
même pendant le tournage. Ouais. On tourne 2 minutes en cinéma en plus, puis Ouais. là on parle pas de la télévision. Parce qu'à la télévision, on tourne 40 minutes par jour, c'est complètement fou, mais en cinéma, on va tourner un 2-3 minutes. Ouais. Il y a beaucoup plus d'attente sur un plateau de cinéma que d'action. Donc c'est un médium qui prend beaucoup de temps. Ouais. Mais en même temps, votre récit s'y prête tellement bien. Ben, le fait qu'on a tous les deux de l'expérience en cinéma, moi, quand je suis allé m'auto-former après, j'ai étudié en réalisation à l'INIS, mais avant ça, j'ai étudié en art visuel, puis en design graphique, puis une couple d'autres affaires, puis en sciences, avant ça au cégep, en sciences pures. Puis quand je me suis rendu au point où je faisais comme là la structure, c'est une grosse histoire. Je suis allé chercher des livres, mais surtout de scénarisation. J'ai cherché Story de Robert McKee pour vraiment essayer d'intégrer comment ça fonctionne pour pas qu'on le sente dans le récit. Je me rappelle, Marc m'avait dit, j'aimerais mieux que ce soit organique plus que vraiment construit. J'ai fait comme, OK, ça veut dire qu'il va vraiment falloir construire tellement bien qu'on ne le sent pas qu'il y a des fils conducteurs puis qu'on tire des ficelles. Fait que c'est pour ça, entre autres, ça a pris du temps, c'est que la manière dont on a bâti le livre, non seulement on s'assoyait ensemble avec un scénario en point de forme, puis on bâtissait au fur et à mesure, je faisais mes crayonnés. Ah, il pourrait dire ça. Puis des fois, c'est Marc qui disait, ah oui, il pourrait être assis de telle façon. Fait que la création au complet se faisait ensemble. C'était pas juste lui qui écrit l'histoire, puis moi je fais le scénario. On écrit le scénario ensemble, puis quand vient le temps de dessiner, il y a de l'input aussi qui vient de Marc pour me dire, ah non, une maison, ça a l'air de ça à Saint-Louis, puis etc. Fait que c'est top de dire maintenant qu'est-ce qui est la part de qui, même si on se rappelle quand même de certains morceaux, là, mais c'était dense là, comme truc. Et ça, c'est une très grande qualité en collaboration, en création. Parce que le lectrice, le lecteur le reçoit, ça aussi. Il y a quelque chose dans la fluidité. Parfois, on sent que d'une part ou de l'autre, dans des collaborations, puis pas qu'en bande dessinée, mais parfois on sent là, que bon, il y a un créateur qui veut faire un petit peu plus d'esbrouf, ou il veut marquer son territoire. Puis... Et c'est remarquable parce que il y a une telle chimie, il y a une symbiose dans votre travail. Pour moi, c'est l'œuvre d'une seule personne. C'est comme si vous étiez devenu, en quelque sorte, une entité au service de votre récit. On avait eu des questions de plusieurs BDistes qui nous demandaient notre manière de travailler ensemble. Puis, mettons, un scénariste qui cherche un dessinateur mais qui ne trouve pas, et vice-versa. Puis, mais nous, on avait réfléchi, puis on a dit, mais on était tous les deux vraiment investis dès le départ. Puis on a une belle complicité à cause que notre background familial, nos enfants étaient à la même école, donc chaque matin, on conduisait les enfants à l'école, puis on avait comme des discussions de 5 minutes. Il était le coach de ma fille de basketball. Il a assisté les fêtes d'anniversaire chez moi. Et pendant que ma femme a parti, il est venu m'aider, puis vice-versa. Donc, il y a comme une amitié, une collaboration. C'est sûr qu'il y avait des moments, des désaccords de temps en temps sur le point de vue, mais sur plusieurs enjeux. Mais c'est tough la co-création là, à la oui, base. c'est ça. C'est OK, on fait un compromis là, puis pourquoi là, puis c'est beaucoup de négociations. Comme un couple, hein? Ouais, C'est exactement ça, c'est une relation. Ouais. on a passé beaucoup de temps ensemble. Quasiment tous les vendredis pour 7 ans. Ouais. Chaque vendredi, soit chez moi, dans mon salon, soit dans son Alors, studio. quand l'album est sorti, là, le premier vendredi, Ouais. il se passe quoi? Ben, on a eu 2 réactions vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Ah, c'est intéressant. Ouais. OK. Ben, moi, quand je suis arrivé chez Marc Tessier, toujours ce fameux Marc Tessier qui avait la boîte chez lui parce que. Hein, puis il l'a ouvert, ma première réaction c'était. Parce que je sortais d'une année de dessin sans arrêt. À la fin, la bourse, il n'y avait plus d'argent, je l'ai pigé dans mes réserves. J'ai dû recommencer à travailler tout de suite après.
pas de break parce que les finances étaient basses. Fait que j'avais des contrats de réalisation qui rentraient au poste. Fait que j'étais assez épuisé, merci. Fait que quand j'ai vu le livre, j'avais comme... C'est ça qui est sorti de moi, là. Puis les coins sont carrés, là. Puis j'ai vu une photo de Marc quand il l'a vu. Marc était comme ému, mais c'était pas le même moment parce que ça faisait 1 an que tu attendais que je finisse les dessins. Puis c'est ça. Oui, moi j'étais prêt de monter sur le cheval et faire la promotion, mettre le chapeau de vendeur, promoteur. Puis Alain, il avait comme une espèce de postpartum. Oui, parce que là, la nature, tout à coup, de vos emplois respectifs dans la création, là, il y a vraiment une différence. Ouais. Et puis, moi, ça me prenait... puis c'est ce que je me rends compte, faire une BD, c'est toujours beaucoup plus de travail que je pense. Et la partie de dessin est assez intense aussi. La création de l'histoire, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui dépasse. Le fait qu'on ait pu créer en dessinant, c'était génial. Mais ça reste que la création de l'histoire, c'est la base. Le dessin doit, comme en cinéma, le dessin te permet de juxtaposer une histoire puis de l'expression dessinée pour trouver comme un 3e sens aux choses. C'est-à-dire que l'histoire t'amène telle émotion, le dessin t'en amène une autre, puis tout à coup, ça fait une espèce... Quand ça marche, c'est ce que je cherche. Je dis pas que ça fait ça à tous les coups, là, mais quand la chimie pogne, ça fait vraiment un 3e sens qui sort de là, où tu peux avoir des émotions complexes qui vont sortir de là. Puis c'est pour ça qu'on a pris notre temps, c'est pour aller dans ces affaires-là, ça prend du temps, ça prend une réflexion, puis ça prend une ouverture à des choses qui nous rendent très, très vulnérables. Là. Puis on s'est rendu très vulnérables dans l'histoire. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est confrontant, parce qu'un homme vulnérable, c'est pas habituel et c'est pas nécessairement facile. C'est intéressant de voir les réactions dans des salons de livres. Mm-hmm. Des hommes qui viennent, ils voient la couverture, ils lisent la 4e couverture avec le résumé du livre. Puis, il y a certains hommes, je vois tout de suite, ils vont sûrement acheter. Puis d'autres hommes, c'est sûr qu'ils vont mettre sur la table et fuir tout de suite. Et partir en courant. Et partir en courant. Ouais. C'est souvent des femmes qui achètent comme cadeau pour leur chum ou pour leur fils, ou des fois des mères qui donnent à leur... Ouais. Et vous savez pourquoi? Parce que pour moi, il m'est apparu clair qu'en terminant ma première lecture de cet album-là, je me suis dit, on fait œuvre utile. Au-delà d'une œuvre d'art, au-delà d'une bande dessinée, ce que vous avez réussi à faire, ça c'est un tour de force. Vous avez fait œuvre utile. Et merci. Mais si notre histoire peut aider quelqu'un d'autre de se rendre compte qu'ils ont besoin de l'aide et d'accepter, c'est une grande réussite. Ouais. En tout cas, c'est une main tendue, cet album-là. Comme je vous dis, pour moi, moi, si j'avais une remise de prix à mon nom, là, ben déjà, moi, messieurs, je vous aurais fait gagner. En fait, vous savez quoi? Moi, je vous aurais mis ex aequo avec Les Rescapés de l'éternité de Grégoire Bouchard, également publié chez Moël Graphique. J'aurais eu beaucoup de mal à départager parce que pour moi, c'est 2 grands albums pour des raisons complètement différentes. C'est des albums qui vont dans des zones... mais votre album particulièrement, vraiment explore, à mon humble avis, un territoire qui mérite, qui a besoin d'être défriché, là, qui est en friche, et Dieu sait que... Et donc, moi, encore une fois, je vous félicite, messieurs. Je l'ai relu cette semaine, l'album, pour une 3e fois. Puis, j'ai été porté par cette émotion-là, vive. Et c'est un album... on ne ressort pas de cet album-là comme on était à l'entrée. Et ça, c'est pas tous les livres qui font ça. Et cet album-là est de cette trempe-là.
Maintenant, il est tout doux, il est vert. Ouais. Il est cute à l'extérieur. Ouais, il faut faire attention à tout ça. Ben, d'ailleurs, je veux dire, juste le titre, hein, déjà la faille est là. Et je veux dire, graphiquement, c'est une superbe couverture parce que, je veux dire, il y a la fragilité, il y a l'indice de la fragilité dans le titre. Mais au-delà de ça, on enlève le titre et on comprend quand même parce que vous avez la position. Tout est là dans la composition de l'image. Tout est là. Et je vais peut-être vous laisser avec une autre image qui m'a beaucoup touché. Et c'est le personnage qui dit, qui réalise en fait en se regardant dans le miroir qu'il est à la fois ses parents, mais qu'il est à la fois lui-même, une personne entière. Et il fallait arriver avec une... C'est pas évident hein, de mettre ça sur papier. C'est pas évident de transmettre une émotion aussi complexe que ça. Et cette page-là, moi, c'est une page qui, même encore à la 3e lecture, parce que chez moi, personnellement, ça vient chercher quelque chose de profondément intime. Et pour moi, ça, cette planche-là, c'est mettre le doigt. D'ailleurs, on est entre amis, là, je vais vous le dire. Je suis en consultation avec un psychologue depuis des années et on a poursuivi en télétravail, ou en tout cas en télétravail. Dieu sait que la thérapie, c'est pas du télétravail. Hein? Mais c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Et, messieurs, je dois vous avouer une chose. J'essayais d'expliquer. Et bien que mon thérapeute comprenait, je voulais, moi, comme homme, comme être humain, être capable d'énoncer la chose. Et j'ai dit au psychologue, j'étais dans mon bureau, j'ai dit, bougez pas. Et je suis allé chercher l'album. Et je lui ai montré cette case-là. Et il m'a dit, Monsieur le Duc, en 30 ans de pratique, j'ai jamais vu ça. Mais il dit, vous avez, au-delà des mots, vous avez réussi à exprimer ce que vous ressentiez. Alors, ça peut être aussi ça. C'est surtout ça, en fait, l'art. Et là, dans ce cas-ci, c'est la bande dessinée, mais on peut parler de danse, on peut parler de théâtre. Moi, c'est de là que je viens, du théâtre. C'est ça, l'art. L'art, c'est plus grand que nous. Et c'est probablement ce qui va nous faire, c'est ce qui nous bouleverse, puis c'est ce qui nous fait grandir. Et je veux vous féliciter, messieurs. Encore une fois, au risque de radoter, bravo. C'est un album extraordinaire. Et c'est un album qui aura une longue vie, ça, en bibliothèque, en librairie, parce que c'est une œuvre conséquente. Donc, bravo, messieurs. Je ne vous mettrai pas de pression pour le prochain. Rien ne presse. Mais j'ose espérer qu'un jour, on pourra vous relire à nouveau, mais rien ne presse. Hein? Déguster et explorer. Et vraiment, merci beaucoup, messieurs. Et bravo. Bravo. Merci beaucoup, Jean-Dominique. C'est rassurant de voir qu'il y a autant de travail pour la mise en valeur. Là. Ça va aider d'autres gens à connaître. Mais il faut que ça vive. Il faut que... Vous savez, le milieu de la bande dessinée produit beaucoup. Là. Annuellement, dans le milieu francophone, on ne parle même pas des États-Unis, là, parce qu'on pourrait parler du milieu du comics. Mais juste la bande dessinée francophone au niveau mondial, là, c'est plus de 7000 titres qui sont publiés annuellement. Dans les 7000 titres, il y a des rééditions, il y a des intégrales, tout ça. Alors que, il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'était 500 titres annuellement. Alors, quand un livre sortait en 1993, cet album-là, paru en 93, alors en librairie, il aurait eu une longue vie en façade. Alors que maintenant, vous comprenez bien qu'à 7000 titres par année, les libraires, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des boîtes, ils tassent des livres, ils placent des nouveaux livres. Et ça reste, en tout cas pour moi, qui est en bibliothèque, je trouve que ça reste la catégorie documentaire. La BD adulte, puis le roman graphique adulte, c'est encore ce qui sort
il y a beaucoup à faire pour présenter, pour aller chercher qu'est-ce qui punch, qu'est-ce qui te nourrit dans tout ça. Fait que, je suis contente de voir qu'il y aura autant d'actions pour faire connaître l'œuvre en question. Et vous savez à quoi c'est dû, ça? C'est à la fois la grande qualité de la bande dessinée, mais en même temps son pied d'argile. Oui, ben, le géant au pied d'argile, c'est vraiment le pied d'argile de la bande dessinée, c'est qu'on entre en contact généralement avec ce médium-là jeune. Pourquoi? Parce qu'au-delà du texte, la première écriture qu'on comprend, c'est le dessin. C'est pas pour rien que l'homme des cavernes dessinait des fresques, hein, au lieu de calligraphier une écriture quelconque. Et donc, on associe la bande dessinée à la jeunesse. Mais c'est plus ça. Ben, c'est plus ça. Non, c'est plus ça depuis 50 ans. Mais souvent, les gens demeurent avec cette idée de la bande dessinée franco-belge, de bon, ben, c'est Tintin, c'est Spirou, c'est les Schtroumpfs, et après, ça s'arrête là. Et donc, pardon? Tellement plus. Ben, c'est tellement... La bande dessinée, elle est tellement plurielle. C'est ce que moi, je trouve dans ma pratique extraordinaire. C'est qu'en même temps, il y a aussi un travail de défrichage à faire. Mais c'est en même temps éreintant parce que c'est de reprendre constamment le bâton de pèlerin et de réexpliquer toujours les mêmes choses. Mais bon, ce qui est bien avec la passion, c'est que ça nous donne du carburant pour continuer. Il y aurait un beau fond, je trouve, quand même, pour l'associer avec un podcast quelconque. Si vous avez des... Ben, écoutez, ça tombe bien parce que moi, j'en ai un podcast. Et j'enregistre présentement la rencontre juste pour mes archives personnelles, mais j'ai écrit à Mathieu Tremblay, qui est Mon voisin. ton voisin à toi, oui. C'est ça, j'étais plus sûr lequel des deux était le voisin. Ouais. Et je lui dis, hey, by the way, je vais enregistrer la rencontre, puis tu sais, si ça sonne vraiment bien, je t'enverrai ça, puis peut-être qu'on pourra diffuser ça, tu sais. Mais bref... Puis un film aussi, une adaptation, ça peut nous aider avec la diffusion de livres aussi. C'est Puis sûr. on peut trouver un plus grand public. C'est sûr. Quand, par exemple, Paul de Michel Rabagliati a été adapté en film, alors là, tout à coup, ça a été l'ouverture totale. Parce que là, tout à coup, dans les médias de masse, là, on parle d'émissions où généralement, il n'est jamais question de bande dessinée. Là. Je ne les nommerai pas, mais là, tout à coup, parce qu'on parlait du film de Paul, forcément, on parlait de l'adaptation puis de la bande dessinée. Ça a énormément ouvert les perspectives. Donc, ben, je vous souhaite bon vent, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour suivre les activités éditoriales de Moël Graphique, rendez-vous au facebook.com/Moël Graphique. Pour suivre les activités des bibliothèques de Laval, laval.ca/page au pluriel, /fr/calendrier. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel, /entre deux cases. À bientôt.